Ok, bon, on attend que tout le monde reprenne sa place. Alors, donc, donc là, on a regardé les stratégies de réplication et d'expression des génomes chez les virus ADN double brin et les virus ADN simple brin, classe 1 et 2 de la classification de Baltimore. Maintenant, on va regarder principalement ce qui se passe chez les virus ARN. Et on va regarder, bon, quelques virus de la classe 4, un ou deux virus de la classe 5, et puis après on terminera avec les rétrovirus. Mais une chose qui caractérise l'ensemble des virus à ARN, que ce soit des virus de classe 3, 4 ou 5, c'est leur besoin de coder pour une polymérase ARN dépendante de l'ARN. Donc une RDRP. RNA Dependent RNA Polymerase. Donc cette activité enzymatique n'est pas exprimée par la cellule hôte. Donc dans notre génome, on ne code pas pour une ARN polymérase dépendante de l'ARN. Donc les stratégies employées par les petits virus à ADN, c'est-à-dire de dépendre de la polymérase à ADN de la cellule et de la polymérase pour leur application et de la polymérase ARN de la cellule pour l'expression des gènes viraux n'est pas une possibilité pour les virus à ARN. Donc tous les virus à ARN doivent coder pour une polymérase ARN dépendante de l'ARN dans le génome. Alors, ce qui distingue les virus de la classe 4, c'est que leur génome code directement pour des protéines et peut être pris en charge directement par les ribosomes. Ce qui fait que les virus de la classe 4 n'ont pas besoin d'incorporer l'ARN polymérase virale dans la particule. Tout ce qu'ils ont besoin de faire pour démarrer le cycle de réplication, c'est de livrer l'ARN génomique dans le cytoplasme. En revanche, les virus de classe 3, c'est-à-dire les virus avec un génome en ARN double brin, et les virus de la classe 5, les virus avec un génome en ARN brin moins, pour exprimer leurs protéines, ils doivent d'abord transcrire leur génome en ARN messager. Et pour cela, l'ARN polymérase virale, qui est responsable de cette expression des ARN messagers, doit être présente dans la particule virale. Donc, grande différence entre les virus de classe 4 et les virus de classe 3 et 5. OK. Donc, on va pas regarder la réplication du virus à ARN double brin. Oui. OK, bon, je vais essayer de parler plus fort. Excusez-moi. OK, donc on va commencer. On va regarder 2-3 exemples de virus ARN brin plus et 2 exemples de virus ARN brin moins. OK, donc globalement, le problématique pour les virus ARN brin plus, c'est que bon, ce qui se passe au début du cycle de réplication, c'est que l'ARN génomique rentre dans le cytoplasme. La première chose qui va se passer, c'est que cet ARN sera pris en charge par les ribosomes de la cellule hôte et il y aura l'expression des protéines virales. Il y a 2 problèmes qui sont liés à ça. Donc, c'est un peu comme le problématique pour les virus à ADN. S'ils veulent être répliqués efficacement par l'ADN polymérase de la cellule hôte, il faut cibler l'ADN polymérase de la cellule hôte vers l'ADN viral. Pour les virus ARN, brin plus, il y a un problème un peu semblable. Comment cibler les ribosomes de la cellule hôte spécifiquement vers les ARN viraux?
et pour répliquer ou pour exprimer de façon efficace les protéines virales. Donc ça c'est voilà, il faut diriger faut que l'ARN viral puisse être pris en charge par les ribosomes de l'hôte. Ensuite, un autre problème, c'est que un génome viral d'un virus en ARN brin+, c'est une molécule d'ARN. Mais un virus a besoin d'exprimer plusieurs protéines à partir de cette molécule d'ARN. Une polymérase à l'ARN et au minimum quelques protéines de capside. Donc comment on fait pour exprimer plusieurs protéines à partir d'une seule molécule d'ARN? Ensuite, donc, parmi les protéines virales qui sont exprimées, il y aura l'ARN polymérase virale qui permet de transcrire l'ARN génomique en copie d'ARN brin-moins qui sera recopiée pour former encore des copies d'ARN brin+. Donc on a l'ARN polymérase virale qui catalyse ce cycle et du coup on aura une tonne de copies de l'ARN génomique. Ok, donc ça c'est un peu l'idée de base. Donc je vais raconter quelques caractéristiques générales des familles de virus ARN brin+ que l'on va considérer. D'abord les Picornaviridae, donc Pico pour petit, RNA pour pas RNA. Donc ce sont des virus avec une petite capside icosahédrique nue, T égale 3. Donc on voit les sommets, les pentamères ici en bleu. On a un pas sur un axe, un pas dans l'autre axe. H égale K, H égale 1, K égale 1. Donc on a 1 plus 1 plus 1, T égale 3. À l'intérieur, le génome, c'est un ARN brin+, 7,5, 8 kilobases de longueur. Donc, petit génome assez simple. Alors, parmi les Picornaviridae, on a le virus de la poliomyélite qui fait partie des virus entériques, des rhinovirus qui provoquent des rhumes et le virus de l'hépatite A. En virologie vétérinaire, le picornavirus le plus redoutable, c'est le virus de la fièvre afteuse, qui est probablement le virus le plus résistant et le plus fortement transmissible qui soit, parce que cette capside-là a la particularité d'être très très stable. Donc, chez les entérovirus, la voie d'infection, c'est la voie fécale orale. Donc, du coup, la particule virale doit rester stable et rester infectieuse dans des eaux usées jusqu'à rencontrer une autre personne. Donc, la particule virale doit rester stable pendant un certain temps en dehors de l'autre. Pour le virus de la fièvre afteuse, les particules virales restent infectieuses dans la viande congelée, dans la boue en dehors de l'animal infecté, sur la poussière qui peut être prise par le vent et du coup transmettre le virus d'une exploitation en exploitation voisine sur plusieurs kilomètres. Donc c'est un exemple rare d'un virus qui est capable d'être transmis de façon indirecte via la contamination de matières inertes qu'on appelle des fomites. Enfin, c'est pas un exemple si rare que ça, mais c'est vraiment l'exemple le plus fort d'un virus qui peut être transmis via une matière inerte, des fomites. Donc, et c'est pour ça qu'il est extrêmement difficile de contrôler des foyers de fièvre afteuse une fois que la maladie se déclare dans un pays. Ok, donc pour le virus de la poliomyélite, enfin, c'est un exemple très bien étudié. Oui, une autre question.
la matière inerte s'appelle des fomites. Donc on a... Ouais, tiens, je vais dessiner une sorte de super schéma là. Ok, ça c'est transmission directe. Ça c'est une petite mouche, un moustique. Ça c'est une transmission par vecteur. Et ensuite on a quelqu'un qui va toucher un truc. D'ailleurs, ou alors on va tousser. Et on va avoir ça déposé quelque part. Et notre troisième personne va toucher ici, mettre la main à la bouche. Et ça, c'est transmission indirecte, pas via un vecteur. La matière inerte, là, non biologique qui est contaminée, c'est le fomite. D'accord? Donc, transmission directe, transmission par vecteur et transmission par fomite, qui sont possibles pour n'importe quelle infection virale. Et le virus de la fièvre afteuse, pas transmis par des vecteurs, transmission directe et par des fomites extrêmement forts. Parce que la particule virale est très très stable, même quand c'est totalement desséché, il reste infectieux. Ok, donc ça c'est un peu un caractéristique des picornaviridae, la particule virale est très très stable. Donc pour le virus de la poliomyélite, c'est une virus qui est transmise par voie fécale orale. Donc les enfants, petits-enfants en collectivité entre eux, ils peuvent avoir une hygiène qui n'est pas optimale, donc il y a une transmission entre les enfants. Sinon, par les eaux usées dans les zones ou dans les régions du monde où on n'a pas accès à une eau potable de bonne qualité. Et évidemment, pour que ça marche pour le virus, il faut que le virus reste stable entre les selles de la personne infectée jusqu'à la bouche de la prochaine personne. Donc le virus reste stable. Donc dans la plupart des cas, des infections, facilement plus de 90-15% des infections, il n'y a pas de symptômes. Donc on n'a même pas de gastroentérite, mais le virus se réplique dans l'intestin et il va être sécrété dans les selles, excrété dans les selles. Mais dans une minorité des cas, le virus peut toucher le système nerveux de la personne infectée. Donc on a un syndrome de paralysie flasque qui commence avec des membres inférieurs et puis qui monte dans le corps. Et lorsque la paralysie touche le diaphragme, la personne qui est infectée ne peut plus respirer et puis elle est morte. Donc si on récupère, ce qu'on a, c'est une paralysie flasque des membres inférieurs qui dure à long terme. Et on pense que ce virus circule dans la population humaine depuis plus de 2000 ans, parce qu'on a ce stèle gravé en Égypte avec un prêtre ici qui marche avec une canne et qui a une jambe que les cliniciens disent ça ressemble à une paralysie flasque provoquée par la poliomyélite. Donc on a l'idée que ce virus-là existe dans la population humaine depuis plusieurs milliers d'années. Alors, c'est un virus qui infecte uniquement l'espèce humaine, donc il n'y a pas de réservoir animal, et il existe des vaccins efficaces contre ce virus. Mais il est presque éradiqué, mais quelques foyers persistent d'infection dans le nord-ouest du Pakistan et en Afghanistan, principalement. Alors, notre type de virus ARN brun plus sont les Flaviviridae, représentés par, Flavus c'est jaune, donc l'espèce type des Flaviviridae c'est le virus de la fièvre jaune. Parmi les autres Flaviviridae, on a le virus de la dengue. Je crois que Zika c'est un Flavi aussi, il me semble. Et le virus de l'hépatite C. Alors, toutes ces Flaviviridae sont des virus avec un nucléocapside
icosahédrique, cette fois-ci enveloppée, qui enferme une molécule d'ARN brin plus un peu plus longue. Donc, particule enveloppée, c'est moins stable qu'une particule nue. Donc, ces virus-là ne restent pas infectieux longtemps en dehors de l'hôte. Donc, soit il y a une transmission directe, mais pour la plupart, on a une transmission par vecteur. Le virus de l'hépatite C est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de transmission par vecteur. C'est une transmission directe par sang ou par matière médicale ou paramédicale pas bien nettoyée. Ok. Donc, ouais, aussi, l'autre chose qui est un peu particulière, donc la plupart des infections par les Flaviviridae sont des infections aiguës. Donc, on a une fièvre, on est très très malade. Après, bon, soit on est mort, soit on va mieux, soit on est guéri. Ce qui n'est pas le cas pour le virus de l'hépatite C. Okay, parce que le virus de l'hépatite C provoque une infection chronique du foie qui, s'il n'est pas soigné, va durer des années, des décennies, jusqu'à la fibrose, le cancer hépatocellulaire et la mort. Et en fait, le processus est tellement long que on a le temps de bien mourir d'une crise cardiaque ou d'un accident de la route avant que l'hépatite C vous tue. Ok. Donc néanmoins, bon, une variété de pathogènes humains importants chez les Flaviviridae. Et notre dernier exemple de virus ARN brin plus, eh oui, vous l'attendiez. C'est les coronavirus et le SARS-CoV-2. Pareil, ce sont des virus enveloppés, cette fois-ci avec une nucléocapside hélicoïdale à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, leur forme caractéristique, c'est que la glycoprotéine spike de l'enveloppe ressemble à une sorte de couronne autour de la particule en microscopie électronique, d'où le nom de la famille. Et à l'intérieur, on a le champion de génome, de taille de génome pour un virus ARN. Donc à peu près 30 kilobases de longueur, ce qui est un exploit. Un autre problème pour les virus ARN, c'est que normalement, il n'y a pas de mécanisme de correction d'erreur lors de la réplication de l'ARN. Donc ça impose une sorte de taille, une limite de taille supérieure pour le génome. C'est-à-dire que plus votre génome est long, si vous avez un taux d'erreur de 1 sur 1000, si un génome long de 20 ou 30 ou 50 kilobases de longueur va intégrer trop d'erreurs à chaque cycle de réplication. Pour les virus à ADN, ça, c'est pas un problème. On a des mécanismes de correction d'erreurs qui peuvent être employés. Donc, chez les coronavirus, leur polymérase ARN virale possède également un mécanisme de correction d'erreur. Donc, c'est l'ARN polymérase qui a le moindre taux d'erreur de tous les virus ARN. Ok, la particule virale a une structure simple, ok, donc seulement 4 protéines dans la particule, la glycoprotéine spike à la surface, la nucléocapside à l'intérieur et 2 protéines dans l'enveloppe. Donc M et E. Alors, jusqu'à il y a 2 ans, il existait 4 coronavirus humains responsables des infections respiratoires, des rhumes et des fois même des cas graves d'hospitalisation chez les enfants avec des coronavirus, disons, saisonniers. Et de temps en temps, depuis 2002, on a vu l'apparition de quelques nouveaux bêta-coronavirus. Le SARS-CoV-1 au sud de la Chine en 2002-2003, le MERS dans le Moyen-Orient et la SARS-CoV-2 qui a gagné le gros lot, qui nous infecte tous actuellement.
Ok, donc très préoccupant comme famille virale, ça a vraiment bousculé le monde, ces coronavirus. Ok, donc premier problème pour les virus ARN, comment permettre les ribosomes de la cellule à prendre en charge le génome viral. Donc, pour un ARN messager, comme vous le savez, la première étape, c'est la fixation du ribosome sur la coiffe en 5' de l'ARN messager. Et ensuite, le ribosome va lire ou scanner l'ARN et va commencer l'introduction au premier site d'initiation, généralement. Alors, chez les picornavirus, l'ARN génomique viral ne possède pas de coiffe en 5', mais on a la présence d'une protéine virale, VPG, qui a servi d'amorce pour la synthèse de l'ARN viral. Alors, ce que l'on a aussi remarqué, c'est que la fixation des ribosomes ne peut pas se faire sur la protéine VPG parce qu'il existe des codons d'initiation dans la région 5' non traduite du génome viral. Donc, le ribosome ne voit pas ces sites d'initiation de traduction. En fait, ce qui se passe, c'est que le ribosome va se fixer sur un site d'entrée ribosomal interne, donc le IRES. Donc, c'est interne à l'intérieur de la molécule d'ARN. Donc, le ribosome va se fixer non pas à l'extrémité 5' de l'ARN, mais à l'intérieur de l'ARN sur le site IRES, puis ensuite va traduire à partir de premiers codons d'initiation en aval de l'IRES. Donc cet IRES, c'est une région de l'ARN viral riche en structures secondaires. Donc on a une structure 3-dimensionnelle en ARN qui va permettre le recrutement du ribosome sur l'IRES. Et l'avantage, en quelque sorte, pour le virus, c'est que l'utilisation de l'IRES fera pas appel à l'ensemble des facteurs d'initiation de traduction cellulaire. Et du coup, le virus peut cliver le facteur d'initiation de traduction EIF4G. Et du coup, ça va empêcher la traduction des protéines cellulaires, mais qui va permettre l'introduction des protéines virales. Donc on a un détournement du système de traduction de la cellule hôte. Donc pour illustrer ça, on a les différentes familles de virus ARN brun plus, les Picornaviridae, les Flaviviridae et les Coronaviridae. Les Picornaviridae et les Flaviviridae utilisent des IRES pour recruter les ribosomes cellulaires. Les Coronaviridae ont une coiffe en 5' et utilisent l'ensemble des facteurs d'initiation de traduction cellulaire. Donc, les Picornaviridae et les Flaviviridae ont tous les deux une IRES, mais il n'y a pas d'homologie de séquence entre les IRES de ces deux familles de virus. Donc, cela semble être une convergence évolutive. On a la même fonction, mais par deux mécanismes qui ne sont pas homologues. Et donc, justement, les Picornaviridae, ils ont besoin de tous les facteurs d'initiation de traduction, sauf le IF4E, qui est la protéine qui reconnaît directement la coiffe en 5' des ARN messagers, tandis que pour les Flaviviridae, notamment les virus de l'hépatite C, on a la fixation uniquement de la petite sous-unité du ribosome et de l'EIF3. Donc, toutes les deux familles utilisent un IRS, mais c'est différent entre les deux familles. Alors, pour les Coronaviridae, comment font ces virus pour
s'accaparer totalement du système de traduction cellulaire. En fait, ça c'est le rôle de la protéine virale non structurale 1, protéine non structurale 1, qui va se fixer sur le ribosome et il va bloquer le canal d'entrée de l'ARN messager. Donc, tous les ARN messagers cellulaires seront bloqués. Dans ce cas-là, comment on fait le virus pour traduire ses propres ARN? Les ARN messagers des coronavirus commencent tous avec la même séquence leader, qui a une structure en tige boucle, et cette structure-là est reconnue par la protéine NSP1, qui sera donc libérée, ou qui va se décrocher du ribosome, et donc va permettre l'entrée de l'ARN messager viral dans le ribosome. Donc on a la protéine NSP1 qui est une sorte de gardien du ribosome. Il va bloquer toutes les ARN messagers cellulaires et laisser passer uniquement les ARN messagers viraux. Et donc du coup, le système de traduction de protéines sera totalement piraté par le virus. Ok, donc ça c'est comment s'accaparer des ribosomes de l'hôte. Le deuxième problème pour les virus à ARN, c'est comment traduire plusieurs protéines ou exprimer plusieurs protéines à partir d'une seule molécule d'ARN. Alors, chez les Picornaviridae, on a, si on regarde dans le génome, l'ARN viral contient un seul cadre ouvert de lecture qui code pour une longue polyprotéine. Donc la première chose qui va se passer, c'est que notre ribosome va se fixer sur l'IRS, va commencer la traduction ici et va traduire une longue polyprotéine qui se termine là-bas. Et globalement, en termes d'organisation, si on regarde bien, ensuite, cette polyprotéine sera clivée par deux protéases virales, la 3C protéase qui clive à peu près partout, sauf ici, parce qu'on a la protéase 2A qui va cliver la polyprotéine en P1 et P2 plus P3. Donc, expression d'une polyprotéine, clivage par des protéases virales. Très importante, c'est ça la base de la stratégie pour les Picornaviridae. L'ordre et tout ça, mais c'est pas super important. 3C protéase, c'est de garder ça en tête. Alors, globalement, l'organisation des protéines ici, c'est qu'on a les protéines de structure en 5', l'ARN polymérase en 3', et les autres protéines ici, non structurales, entre les deux. Donc, 3C protéase et VPG sur cette partie-là. Donc, on a en quelque sorte des cassettes avec différentes fonctions à différents endroits du génome viral. Donc, structure en 5', réplication de l'ARN en 3' et d'autres fonctions accessoires au milieu. Chez les Flaviviridae, on a quelque chose de semblable en termes d'organisation génomique et stratégie d'expression de protéines virales. Pareil, on a un seul cadre ouvert de lecture dans le génome. Donc d'abord, le virus exprime une longue polyprotéine qui est clivée par la protéase NS3, principalement, et d'autres protéases cellulaires. Donc, protéase virale NS3, et pareil, la NS5 code pour la polymérase virale, ARN. Donc, du coup, on a à peu près le même type d'organisation dans le génome. Donc, C, protéines de capside, M, protéines de matrice, E, les glycoprotéines d'enveloppe. Donc, on a des protéines de structure en 5', l'ARN polymérase en 3' et des protéines accessoires entre les deux. Donc, globalement, une stratégie et une organisation génomique assez semblable entre les Picornaviridae et les Flaviviridae. Chez les coronavirus, c'est différent. Donc, notre génome est plus long et on a un mode
de réplication, d'expression des ARN messagers qui est différent. Donc, grande différence, c'est qu'on n'a pas un seul cadre ouvert de lecture dans le génome des Coronaviridae. On a deux cadres ouverts de lecture très longs en 5' et plusieurs cadres ouverts de lecture, codant pour chacun pour un ARN messager, en partie 3'. Donc la première chose qui va se passer, donc chez les Picornaviridae et les Flaviviridae, il n'y a pas d'histoire de gène précoce, gène tardif. Ça n'existe pas. D'accord? On exprime la polyprotéine et c'est découpé en petits morceaux tout en même temps. Toutes les gènes, toutes les protéines virales sont exprimées en même temps et en même quantité. Alors chez les coronavirus, c'est pas comme ça. Donc ce qui rentre dans la cellule, c'est l'ARN viral associé avec la nucléocapside. La première chose qui va se passer, c'est que le ribosome cellulaire va se fixer sur la coiffe en 5' et il va traduire d'abord les polyprotéines PP1A et PP1B. Donc ces polyprotéines vont être clivées par la protéase ou les protéases virales, les 3CL et la PL protéase. Donc jusque-là, c'est semblable. Donc on a un polyprotéine clivage par les protéases virales. Aussi, ce que l'on a dans le PP1AB, on a l'ARN polymérase virale, l'hélicase et les autres facteurs nécessaires pour les réplications de l'ARN viral. Donc du coup, l'ARN polymérase virale va transcrire un ARN brun en moins. D'ailleurs, où est-ce qu'on est là? Oui, ok. Ok, voilà. Donc, l'ARN polymérase virale va synthétiser l'ARN brun en moins du génome complet. Il va aussi synthétiser des ARN brun en moins qui sont plus courts. Donc, celui-ci, il faut imaginer une ligne bleue qui va jusque-là, une autre ligne bleue qui va jusque-là, et chacun de ces copies d'ARN brun en moins sera recopié pour donner un ARN messager par protéine virale. Et le virus est capable de rajouter un coiffe en 5' et une queue poly-A à la fin de chaque ARN messager. Donc pareil, ce sont les fonctions des différentes protéines accessoires ici. C'est pas juste une ARN polymérase, mais il y a aussi de quoi faire passer les ARN viraux pour des ARN messagers. Ouais, ça c'est un détail. J'ai failli enlever cette diapo ce matin, mais elle était dans le poly. Donc juste pour dire que la protéine G, la VPG, chez les Picornaviridae, c'est une amorce protéique pour démarrer la réplication de l'ARN, un peu comme le PTP chez les adénovirus pour la réplication de l'ADN. Mais chez les Flaviviridae et les Coronaviridae, l'ARN polymérase viral, il démarre sec sur l'ARN viral. Alors, pour la génération des ARN messagers, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure. Chez les Flaviviridae et les Picornaviridae, toutes les copies sont en longueur totale du génome. D'accord? Donc on a juste les copies de l'ARN génomique et il n'y a pas de différence entre l'ARN génomique et un ARN messager viral. Pour les Coronaviridae, c'est plus complexe. Donc l'ARN polymérase viral génère des copies du génome plus de multiples ARN messagers viraux. Donc l'ARN polymérase viral fait des copies brun en moins du génome en entier et aussi de chaque petit ARN. Et ensuite, ces ARN messagers sont recopiés à partir de ces copies brun moins. Alors,
Ce qui semble se passer, c'est que lors de la synthèse de ces courtes copies en ARN brun-moins, l'ARN polymérase va avancer jusque-là, et puis elle va sauter jusqu'à l'extrémité ici, et va recopier la séquence leader qui est à l'extrémité de l'ARN génomique du virus. Ce qui fait que chacun de ces ARN messagers porte la séquence leader en 5'. Et ça, c'était essentiel pour permettre des ARN messagers viraux de passer le gardien, c'est-à-dire la protéine NSP1, qui sinon bloque le ribosome. Donc on a un système un peu plus futé et élaboré pour exprimer des ARN messagers viraux. Chaque ARN messager dans la partie 3' du génome code pour une protéine virale. Donc voilà, donc la séquence leader est présente sur l'ensemble des ARN, moins et des ARN messagers. Ok, donc je vais faire une petite pause là et vous proposer cette question, ces questions. Oops, no, go forward. Flavie versus Picorna, ok. 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 Ça vote pas beaucoup. Vous avez la possibilité de choisir de multiples options ou une seule. Ah, ça permet qu'une seule. Ah, excusez-moi, c'est le paramétrage de la question. Je pense qu'il y en a. Ok, on va voir. Alors, que dit le peuple? Ah, le peuple a raison, en fait. Oui, ok. Donc la question, c'est vrai pour les picorna et faux pour les Flaviviridae. Les particules sont stables en dehors de l'autre. Ouais, bien vu, c'est vrai. L'entrée se fait par fusion membranaire, c'est faux, c'est l'inverse. C'est vrai pour les Flaviviridae et faux pour les Picornaviridae. Parce que tout ça, c'est lié à la structure de la capside. Le cycle de réplication s'effectue entièrement dans le cytoplasme. C'est vrai pour les deux. Et 4, la synthèse de l'ARN génomique démarre sur une amorce protéique. Oui, c'est vrai, uniquement pour les Picornaviridae, faux pour les Flaviviridae. Ok, donc bien vu ça. Ok, donc du coup, on a la deuxième question. Ah ben voilà, ben ça te pile dans l'actualité, ça. Et pourtant, j'avais vu ça, j'avais fait cette question l'année dernière.
Ouais, voilà, allez, j'active ça. Donc imaginez que vous êtes le PDG de Merck ou de GSK, vous disposez d'un budget de quelques dizaines de millions pour mettre sur ce projet parce qu'effectivement là, vous risquez, vous pouvez gagner gros là. Ok, 21 votes. Où est-ce que vous allez mettre l'argent? Vous allez cibler la polymérase ARN virale. C'est ça. Ah, effectivement, bonne cible pharmaceutique. Ça, c'est OK. Ribosomes viraux. No! C'est les ribosomes de la cellule. Donc là, si on bloque la traduction, ben, on va pas vivre très longtemps. Polymérase ADN virale. No! C'est un virus ARN. Il n'y a pas de polymérase à ADN, polymérase à ARN virale. Donc oui, mais vous avez loupé ça, la protéase virale. Donc c'est également nécessaire parce que la première étape après l'entrée de l'ARN viral, c'est la traduction d'une polyprotéine, et cette polyprotéine doit être clivée par la protéase virale pour libérer des protéines fonctionnelles. Si on inhibe la protéase virale, la polyprotéine reste en un seul bloc, et c'est pas ça qui peut fonctionner. D'accord? Donc, un inhibiteur de protéase virale va être une molécule, ou peut être une molécule intéressante. C'est pareil pour le virus de l'hépatite C. Il y a des inhibiteurs de la protéase virale et il y a aussi des inhibiteurs de l'ARN polymérase virale. Ok, pour l'inhibiteur de la polymérase ARN virale, pour la SARS-CoV-2, il y a eu le remdesivir par voie injectable, et il y a le molnupiravir qui est un inhibiteur de l'ARN polymérase virale actif par voie orale. Donc le molnupiravir, s'il est donné précocement, diminue par à peu près 50% les hospitalisations chez les populations avec des facteurs de risque. L'inhibiteur de la protéase virale, quelqu'un le connaît? C'est le Paxlovid, encore une molécule de Pfizer, il me semble. Donc c'est un inhibiteur de la protéase virale, disponible par voie orale, et s'il est donné précocement, il diminue par 90% les hospitalisations dans les essais cliniques. Donc il va être autorisé en France apparemment prochainement. Ok, donc ça c'est notre petit résumé. Flaviviridae, Picornaviridae, Coronaviridae. Donc il faut être capable de citer un ou deux virus typiques de chaque famille. Flaviviridae et Picornaviridae ont tous les deux une IRS, mais qui fonctionnent de façon différente. Toutes les trois ont une polyprotéine quelque part dans leur cycle de réplication, donc ces virus ont besoin d'une protéase virale.
il diffère un petit peu par la structure de leur ARN génomique. Les Picornaviridae ont une protéine VPG en centre de l'ARN et les Flaviviridae n'ont pas de poly A à l'extrémité 3'. Ok, donc maintenant on va aller sur les virus à ARN brun-moins. Ici, la problématique pour le virus est un peu différent. Ceux qui rentrent dans le cytoplasme, ce sont les molécules d'ARN génomique brun-moins. Donc la première chose qui doit être faite, c'est de transcrire cet ARN génomique en ARN messager afin de permettre l'expression des protéines virales. Et parmi ces protéines virales, on aura une ARN polymérase qui va pouvoir recopier le génome en ARN brun plus et ensuite en ARN brun moins. Donc, cette première étape ici nécessite l'action de l'ARN polymérase dès l'entrée du génome dans la cellule. Donc, cet ARN polymérase doit être dans la capside, doit être dans la particule virale. Et un autre problème ici pour les virus à ARN brun moins, c'est comment transcrire plusieurs ARN messagers à partir d'une seule matrice ARN brun moins. Alors les deux exemples que l'on va regarder sont d'abord les Orthomyxoviridae, c'est-à-dire la famille du virus de la grippe. Donc le virus de la grippe, c'est un virus enveloppé avec des particules de forme sphérique ou un petit peu ovoïde. Et chaque particule virale va incorporer 8 nucléocapsides à symétrie hélicoïdale. Donc on a les capsides, les nucléocapsides en forme de bâtonnet, et à l'intérieur de la particule, il n'y en a pas un seul, mais il y en a 8. Donc chaque nucléocapside dans la particule sera associé avec une molécule d'ARN brun-moins, et chacune de ces molécules d'ARN brun-moins code globalement pour une protéine virale. Donc, cette fois-ci, le génome du virus n'est pas codé sur une seule molécule, mais il est codé sur 8 molécules. Donc, c'est ce qu'on appelle un génome segmenté. Alors, chacune de ces nucléocapsides est composée de une molécule d'ARN brun-moins, plusieurs centaines de copies de la protéine de nucléocapside, et aussi les 3 sous-unités de l'ARN polymérase virale qui sont PA, PB1 et PB2. Donc c'est ce qui sont représentés par les les petits ronds jaunes là. Les petits ronds bleus ici, ça c'est la nucléoprotéine. Et si on les regarde bien, on a une sorte de forme en boucle de ces nucléocapsides. Alors, les segments génomiques sont numérotés de 1 à 8 simplement par ordre de leur taille. Donc 1 c'est le plus grand, 2 c'est un peu moins grand, et ainsi de suite jusqu'au segment 8. Alors, les 1, 2 et le 3 codent pour les sous-unités de l'ARN polymérase virale. Donc c'est une grande protéine complexe, donc c'est le plus gros gène. Ensuite, les protéines de structure sont sur les segments plus petits. L'hémagglutinine, qui est la glycoprotéine d'attachement, la nucléoprotéine qui forme la nucléocapside, la neuraminidase qui est nécessaire pour la libération efficace des particules virales, les 2 protéines de matrice M1 et M2 sur le segment 7 et 2 protéines non structurales sur le segment 8. Donc, les Orthomyxoviridae, les virus de la grippe, provoquent des infections respiratoires,
plus ou moins pathogènes, bon an, mal an. Alors, les mononégavirales, c'est un ordre dans la classification de l'ICTV. Tous ces virus sont caractérisés par une capside enveloppée avec une nucléocapside hélicoïdale et un génome avec une seule molécule d'ARN brun en moins. C'est ce qui les distingue des orthomyxoviridae. Ok, donc chez les mononégavirales, on peut distinguer 1, 2, 3, 4 familles virales avec quelques sous-familles et différents genres de virus. Donc on peut noter plusieurs pathogènes humains très importants et mortels chez les mononégavirales. Le virus de la rage, les Filoviridae où on trouve le virus Ebola Zaïre et le virus Marburg. Donc en dehors de ces virus exotiques, des pathogènes qui sont néanmoins dangereux, c'est le virus de la rougeole, le virus du syncytial respiratoire et le virus des orions. Ah, quoique, non. Robulovirus, ouais, virus de la rubiole peut-être. Donc pas mal de potentiels pathogènes chez les mononégavirales, avec des taux de mortalité qui peuvent aller de 50% pour une infection par le virus Ebola Zaïre, par exemple. Ou si vous êtes infecté par le virus de la rage et vous n'avez pas accès à une sérothérapie, un taux de mortalité qui va être pas loin de 100%. Il y a des protocoles cliniques qui ont été mis en place qui peuvent diminuer ça jusqu'à 50%. Donc c'est pas totalement sans espoir, mais c'est quand même très très sévère. Alors, notre exemple qu'on va regarder, c'est le virus de la rage, qui est le membre typique de la famille des Rhabdoviridae. Les Rhabdoviridae sont caractérisés par ces particules avec une forme typique en obus. Donc, si vous avez ça en culture cellulaire et vous mettez en microscopie électronique et vous voyez ça, c'est un rhabdovirus, c'est clair. Donc, les rhabdovirus, ils ont trouvé le truc qui marche pour infecter n'importe quel type d'eucaryote, presque. Il y en a qui infectent les vertébrés, il y en a qui infectent des invertébrés, il y a même des rhabdovirus qui infectent des plantes. Donc ça, c'est assez inhabituel qu'une famille virale puisse avoir infecter des hôtes aussi disparates. Alors, on connaît pas mal de trucs sur le cycle de réplication des rhabdovirus, non pas parce que tout le monde a étudié le virus de la rage partout dans le monde. Plus un virus est pathogène et dangereux, plus il est difficile à étudier parce qu'il faut disposer des laboratoires de niveau de biosécurité 3 et 4. Pour le virus de la rage, je pense que ça doit être un virus de niveau BSL 3 parce qu'un vaccin efficace existe. Donc tout le monde qui technique le virus doit être vacciné et du coup la personne qui technique peut pas être infectée et peut pas le passer à quelqu'un d'autre. Néanmoins, c'est pas tout le monde qui a un BSL 3 ou un 3+. Donc, la plupart de ce que nous savons sur la biologie moléculaire des Rhabdoviridae vient du virus de la stomatite vésiculaire, le VSV, qui est un rhabdovirus qui infecte des vaches et peut-être aussi des cochons, il me semble. Donc, il y a un intérêt vétérinaire, mais ce n'est pas dangereux pour l'être humain.
Ok. Que dire d'autre? Donc, ok. Donc, lorsqu'on regarde le génome d'un rhabdovirus, souvent on le présente dans le sens un petit peu inversé. Donc, on a une molécule d'ARN brun moins qui est représentée avec l'extrémité 3' ici et l'extrémité 5' à droite. C'est l'inverse de ce que l'on fait d'habitude. Parce que si on veut considérer les cadres ouverts de lecture qui codent pour les protéines virales, les ARN brun plus vont être 5' ici et 3' par là. D'accord? Donc, lorsqu'on regarde dans le génome d'un rhabdovirus, on a 5 cadres ouverts de lecture, plus peut-être d'autres protéines accessoires. Les protéines majeures sont au nombre de 5. La nucléoprotéine, la protéine de matrice et la glycoprotéine d'enveloppe sont les protéines de structure de la particule virale. La protéine L, pour longue, c'est la polymérase ARN virale. Et la protéine P, c'est la phosphoprotéine qui est associée à la protéine L pour démarrer la transcription et la réplication de l'ARN viral. Donc on a des cadres ouverts de lecture. Chaque cadre ouvert de lecture est séparé des autres par une sorte de séquence répétée. Et à l'extrémité 3' de l'ARN génomique, on a une séquence leader. Donc ce qui se passe, c'est que l'ARN polymérase virale et la phosphoprotéine va se fixer sur la séquence leader et il va démarrer pour la réplication, pour la synthèse des ARN messagers, il va démarrer la transcription à la première séquence intergénique. Donc on va commencer la transcription ici, et lorsque l'ARN polymérase arrive à la prochaine séquence intergénique, elle va rajouter une queue poly A, et puis aussi rajouter une coiffe au 5' de l'ARN messager. Donc on va générer plusieurs ARN messagers à partir d'une seule matrice en ARN brun-moins. Une chose qui est intéressante, c'est que à chaque fois que l'ARN polymérase virale arrive à la séquence intergénique, elle finit par ajouter la queue poly A, il y a une chance qu'elle se décroche de l'ARN viral et qu'elle redémarre au début. Ce qui fait que on a beaucoup moins de copies de la protéine L que de la protéine de nucléocapside. Et en fait, ça c'est logique parce que dans la particule virale, on va avoir plusieurs milliers de copies de la nucléocapside, mais on n'a besoin que de quelques copies de l'ARN polymérase pour répliquer l'ARN viral. Donc on a de façon générale plus besoin de nucléocapsides, de matrices et de glycoprotéines que de copies de l'ARN polymérase. Et donc l'organisation du génome, c'est pas aléatoire. Et d'ailleurs, on a testé ça en jouant un petit peu avec les systèmes de génétique inverse. Et si on bouge la nucléocapside ailleurs dans le génome, ça réplique pas très très bien le virus. Ok, donc on a plus de copies d'ARN messager codant pour N, un peu moins pour P, et le moindre nombre qui code pour la polymérase virale. Alors, comment ça marche pour ajouter un queue poly A? Dans les séquences intergéniques, on a une séquence de 7 uridines, et donc notre ARN polymérase virale va rajouter 7 adénines. Mais ensuite, la polymérase peut glisser et puis elle redevient et retourne au début de cette séquence de 7 uridines. Donc il va refaire ça jusqu'à ajouter 200 adénines à la fin de chaque ARN messager viral avant de se décrocher. Donc lorsque la polymérase se décroche,
ensuite, elle va réinitier la transcription directement à partir de cette région intergénique et puis rajouter une coiffe en M7 guanine sur l'extrémité 5' du nouvel ARN. Donc ça, c'est pour les ARN messagers. Mais à un moment donné, le virus doit aussi faire des copies du génome en longueur intégrale, sans ajouter des poly A, sans se détacher, sans se réattacher. Il doit faire des copies en un trait. Et ce qui détermine si l'ARN polymérase va glisser sur la séquence U7 ou va continuer à lire, c'est la quantité de la protéine de nucléocapside qui est présente. Donc, lorsqu'on a une quantité suffisante de la protéine de nucléocapside, ce qui va se passer, c'est que la protéine de nucléocapside va se fixer sur les 7 premiers adénines synthétisées aux séquences intergéniques et ça va supprimer le glissement, le détachement et la réinitiation de la transcription. Et du coup, en présence de la glycoprotéine, voilà, pas la glycoprotéine, de la nucléoprotéine, au lieu de faire des ARN messagers, l'ARN polymérase viral va faire une copie ARN brun plus qui recopie intégralement le génome viral. Et cette copie en ARN brun plus sera recopiée à son tour pour fabriquer de l'ARN brun moins génomique. Ok, donc pour voir si vous avez compris comment ça marche, imaginons que vous voulez faire un système de génétique inverse pour des rhabdovirus. Quel est le minimum nécessaire? Qu'il faut emmener à l'intérieur de la cellule afin de permettre la réplication du virus. « 15, 17, 18. Bon, allez, on va regarder. Qu'est-ce que vous dites? Ok. 1, c'est pas bon. L'ARN génomique tout seul, c'est ARN brun moins, ça peut pas marcher. Ok, ça c'est bon, et 1, c'est pas la bonne réponse. Alors, 2, on dit que on met l'ARN brun moins et la polymérase virale qui est la protéine L. Mais ça peut pas marcher, ça. Parce que
en fait, oui, c'est quelque chose que j'avais souligné, mais lorsqu'on regarde sur cette diapositive-là, ce qui est vraiment reconnu par la polymérase virale, c'est pas l'ARN moins libre dans le cytoplasme, c'est l'ARN plus la nucléoprotéine, c'est la nucléocapside. Et donc c'est comme ça que l'ARN polymérase virale va recopier l'ARN viral et pas un ARN cellulaire qui se balade, quoi. Donc en fait, l'ARN polymérase virale, donc initialement, l'ARN est ensemble avec la nucléocapside. Et c'est ça qui va être recopié par l'ARN polymérase. Mais pour reconstruire cette structure dans votre système hypothétique de génétique inverse, il faut aussi coupler ça avec la nucléoprotéine. Et d'ailleurs, il ferait mieux de faire comme ça. Donc ça c'est NP. Et ça c'est l'ARN viral. Ce qui nous mène à ça. Donc si on a l'ARN viral, la nucléoprotéine et la polymérase, ça doit marcher, n'est-ce pas? En fait, non, parce que ce qui est fonctionnel, c'est le complexe entre la polymérase, la protéine L, la phosphoprotéine. C'est ça qui marche. Donc en fait, la bonne réponse est 4. Il faut avoir le moyen d'exprimer la polymérase, la phosphoprotéine, la nucléocapside et l'ARN. Et si on peut emmener tout ça ensemble dans la même cellule, on peut avoir un truc qui va se répliquer et former un virus. Oh, non, c'est pas ça. Ok, on a une petite demi-heure pour regarder les rétrovirus, et peut-être on terminera avant, mais néanmoins, ça nous donne le temps de vous regarder ça correctement parce que c'est un peu complexe. Alors cette fois-ci, ce ne sont pas des virus proprement parlés à ARN, mais la particule virale des rétrovirus contient 2 copies d'ARN génomique. Donc le génome viral est en ARN brin plus dans la capside et en ADN double brin dans la cellule infectée. Alors chez les Retroviridae, on a des Spuma et des Orthoretrovirinae, donc des sous-familles de rétrovirus. Et chez les Orthoretrovirinae, on a des alpha, bêta, gamma, delta, epsilon et des lentivirus. Donc, clairement, le rétrovirus humain le plus connu, c'est le VIH, ou le VIH1 et le VIH2, qui sont des lentivirus. Ce n'était pas le premier rétrovirus humain identifié, ce qui était le HTLV1, qui est un rétrovirus associé au lymphome de lymphocyte T. Alors, les particules des rétrovirus sont des particules enveloppées avec une nucléocapside icosahédrique et une matrice entre l'enveloppe et la nucléocapside. Ce que l'on voit ici, ce sont des particules du VIH. Donc les particules des lentivirus ont une nucléocapside qui est en forme un peu de conique. Mais c'est néanmoins une sorte de version de nucléocapside icosahédrique parce que c'est composé de, je ne sais pas combien, mais de plusieurs hexamères de la protéine de capside et 12 pentamères.
Et il me semble qu'il y a 5 pentamères sur cette extrémité. Donc au lieu de fermer pour faire un sphère sur un bout, on n'a que 5 pentamères. Donc du coup, ça reste raisonnablement ouvert. Donc ça part comme un cône, comme ça. Et en bas, on a 7 pentamères de la protéine de capside. OK. Donc, le HTLV1, apparemment, c'est quelque chose qui traîne dans la population humaine depuis minimum plusieurs centaines d'années. Il a une faible séroprévalence, mais il est responsable de 2 pathologies différentes, là où il est le plus prévalent, c'est-à-dire en Asie de l'Est et au Japon, c'est associé au lymphome T. Et dans les Caraïbes, l'HTLV1, c'est associé à, il me semble, une sorte de maladie neurodégénérative qui a peut-être un élément de auto-immunité derrière. Donc on a 2 pathologies très très différentes associées à l'HTLV1, mais ni l'un ni l'autre sont très fréquents en France ni au niveau mondial. C'est plutôt des maladies relativement rares. Le grand rétrovirus humain, c'est le VIH1, qui a un peu comme le SARS-CoV-2, il a gagné le gros lot. On considère qu'il a fait le saut d'une espèce hôte primate. Il y a eu plusieurs transmissions VIH entre le chimpanzé et l'être humain, et aussi d'autres espèces venant d'autres grands singes africains. Mais le VIH1 de groupe M, qui est le majoritaire, a été transmis à l'être humain il y a une centaine d'années. Et depuis, là, il infecte quelque chose comme 37 millions de personnes au niveau mondial, avec facilement 700 000 décès par an et probablement 1 million de nouvelles infections par an. Donc c'est pas derrière nous la pandémie de VIH, loin de là. Ok, donc comment font les rétrovirus pour se répliquer? Leur stratégie de réplication, c'est un peu, c'est presque pervers même. Donc il a un génome en ARN brun plus, mais il ne va pas se répliquer dans le cytoplasme, il va se répliquer dans le noyau. Et pour cela, il va se recopier en ADN double brun qui sera transporté dans le noyau. Et donc pour ça, il faut une enzyme capable de transcrire l'ARN en ADN. Et donc c'est la fonction de la transcriptase inverse ou la RT, reverse transcriptase, qui doit être encapsidée dans la particule virale. Parce qu'il n'y a pas d'activité de transcriptase inverse exprimée dans les cellules humaines qui vont être infectées. Donc une fois que l'ADN viral est intégré dans le génome, on parle plutôt d'un provirus, comme le bactériophage lambda intégré dans le chromosome de la bactérie hôte. Ça, c'est un prophage. Pour un antivirus, la forme intégrée, c'est un provirus. À partir de ce provirus, c'est l'ARN polymérase cellulaire qui va transcrire des ARN messagers viraux et va aussi retranscrire une copie d'ARN génomique en longueur intégrale. Et ça va être un problème. Parce que comment le virus va faire pour recopier les 2 extrémités en ADN double brun et les régénérer exactement comme ils étaient auparavant dans l'ARN génomique. Et pareil, pour l'expression du génome, on aura un problème, c'est-à-dire que le génome contient un seul promoteur qui sera actif dans le provirus, mais le virus doit exprimer plusieurs ARN messagers à partir d'un seul, plusieurs protéines à partir d'un seul promoteur. Ok, donc
globalement, ce qui se passe, c'est que dans le génome, dans la capside, on a l'ARN viral qui est caractérisé par des régions répétées à chaque extrémité et des séquences uniques non traduites en 5' et en 3'. Et au milieu, on a des cadres ouverts de lecture qui codent pour les protéines virales. Donc R, c'est répété, U5, unique 5' de l'ARN viral, unique 3'. Ça rentre dans le cytoplasme de la cellule. En réalité, à l'intérieur de la nucléocapside, la transcriptase inverse virale va le recopier en ADN double brin qui intègre ce qu'on appelle des régions LTR. Cette fois-ci, une région longue, enfin région répétée longue terminale. Et chaque LTR est composé de la séquence U3, RU5, U3, RU5. Donc ce qui s'est passé quelque part lors de la transcription inverse, c'est que on a la région U3 qui a été recopiée ici, et on a la région U5 qui a été recopiée là-bas. Et c'est ça qui va être intégré dans le génome de la cellule hôte. Donc on a besoin, pour aller jusque-là, de deux enzymes virales essentielles dans le cycle de réplication. La transcriptase inverse virale et l'intégrase virale. Alors, la transcription inverse chez les rétrovirus, on va le regarder parce qu'en fait, c'est un tour de passe-passe assez fin que font les rétrovirus. Donc, on va projeter ça. Donc, c'est la vidéo de Vincent Raccaniello. Je ne peux que conseiller. Ah, ok. Donc, lui, il commence avec la production de l'ARN génomique par la transcription de l'ADN proviral. Donc, la région U3 contient les sites de fixation des facteurs de transcription cellulaire. Donc, U3, c'est la région, c'est le promoteur. Donc, la transcription de l'ARN viral commence avec la région R. D'accord ? Et donc, on génère une molécule génomique, l'ARN génomique, qui commence avec R, qui recopie U5, qui recopie U3 et R, et puis ensuite, on a un queue poly-A à partir de là. Et donc, deux copies de cette ARN génomique vont être encapsidées dans une particule virale. Alors, n'importe quelle... Donc, la transcriptase inverse, c'est une polymérase à ADN dépendante de l'ARN. N'importe quelle polymérase à ADN a besoin d'une amorce. Ne commence pas avec rien. Et d'une amorce en ARN. Pour les rétrovirus, l'amorce c'est quoi? C'est un ARN de transfert cellulaire qui est illustré ici. Donc cet ARN de transfert, donc là on est en 5', 3', donc du coup ça c'est 3' ici et 5' là-bas. Et donc la transcriptase inverse va commencer à ajouter de l'ADN en recopiant sur le brin de l'ARN génomique. PBS, c'est pour Primer Binding Site, site de fixation de l'amorce qui est un ARN de transfert. Alors, donc, notre transcriptase inverse recopie cette région en ADN et elle est également dotée d'une activité RNase H. L'RNase H dégrade l'ARN lorsqu'elle est dans un duplex avec de l'ADN. Donc elle recopie en ADN et puis elle dégrade l'ARN qu'elle vient de se recopier avec son activité RNase H. Donc on génère une partie ici et on a bouffé tout l'ARN sur la partie 3', 5' du génome. Mais la région R est répétée.
Donc en fait, lorsqu'on a recopié ici, on a généré une séquence complémentaire à la séquence R à l'extrémité 3' du génome. Donc du coup, il arrive ici et puis il peut recopier tout ça. Donc la transcriptase inverse avance, il recopie et il dégrade en même temps par l'activité RNase H, sauf pour cette région-là qui est résistante à la RNase H. Et c'est le... Ah, j'oublie à chaque fois. Soit c'est polypurine tract ou polypyrimidine tract. Il va falloir vérifier ça. C'est PPD. C'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, c'est résistant à l'activité RNase H. Donc l'ARN génomique reste non dégradé ici. Et ben du coup, ce qui permet de recopier dans l'autre sens. Parce que cet ARN-là peut servir comme une amorce pour la transcriptase inverse, pour cette fois-ci recopier l'ADN. D'accord? Donc ça, c'est un ADN-C. Et ça, c'est aussi de l'ADN qui va être synthétisé. Et du coup, il ne peut pas être dégradé là, parce que l'RNase H ne va pas dégrader de l'ADN. Et ça peut aller, et il va qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, il a recopié un petit peu de l'ARN de transfert pour régénérer le PBS. Et il va recopier jusque-là. Et puis, il recopie dans l'autre sens. Et donc, avec ça, je vais remonter ça. Ok, donc il a fini par recopier les deux LTR. Donc, il régénère U5, R, U3, U3, R, U5. Et ça va être intégré dans l'ADN de la cellule hôte. OK. Donc, avec cette succession de initiation de transcription inverse, dégradation des bouts d'ARN, réutilisation d'autres morceaux pour réamorcer dans l'autre sens, on finit par générer l'ADN proviral dans le chromosome de la cellule infectée. Et ensuite, le virus doit exprimer plusieurs ARN messagers à partir d'un seul promoteur qui est situé ici dans la région U3 du LTR. Et le virus va utiliser deux mécanismes. D'une part, on aura l'utilisation d'épissage alternatif pour exprimer soit des ARN multi-épicés, mono-épicés ou non-épicés. Et l'ARN non épicé, c'est l'ARN génomique. Dans l'ARN génomique, l'ARN non épicé, on aura l'expression de deux polyprotéines, GAG et GAG-POL. Normalement, lorsque le ribosome traduit cet ARN messager, il doit s'arrêter à la fin de la polyprotéine GAG. Or, il y a une séquence qui provoque un décalage du ribosome sur l'ARN messager qui permet à peu près dans un cas sur 20 au ribosome de lire à travers le codon stop et de traduire la polyprotéine GAG-POL. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'organisation génomique d'un rétrovirus? On a toujours les trois gènes majeurs, GAG, POL et ENV. ENV, c'est pour la glycoprotéine d'enveloppe, GP120 pour le VIH. GAG, ça veut dire antigène de groupe. Ils sont plus conservés par famille de rétrovirus, donc ils ont été utilisés pour une classification sérologique des rétrovirus.
et la polyprotéine GAG code pour les protéines de capside, la protéine de matrice de capside et de nucléocapside. Pol, donc c'est pour polymérase, mais c'est un terme qui englobe 3 enzymes virales, la protéase, la transcriptase inverse et l'intégrase. Parce que ces deux polyprotéines, GAG et GAG-POL, doivent être clivées par la protéase du VIH, ou la protéase rétrovirale, pour libérer des protéines fonctionnelles. Donc, on a 3 enzymes essentielles pour le cycle de réplication des rétrovirus. La protéase, transcriptase inverse et l'intégrase. Alors, chaque ARN épicé, en général, va coder pour une seule protéine virale. Alors, chez le rétrovirus, on a quelque chose qui s'approche au contrôle d'expression des gènes précoces et des gènes tardifs, ce qu'on a vu chez les virus à ADN. Parce que, normalement, lorsqu'on a un ARN qui est exprimé dans le noyau, le transcrit primaire sera épicé, s'il y a des sites accepteurs-receveurs. Donc, les premiers gènes exprimés lors d'une infection par le VIH dans la cellule, ce sera des gènes codés sur les ARN multi-épicés. Donc, c'est-à-dire la protéine NEF, les protéines TAT et REV. Les ARN monoépicés et non épicés ne pourront être exprimés que lorsque la protéine REV est présente, parce que REV va se fixer sur une région transcrite ici, qui est ce qu'on appelle le RRE. Il se fixe là-dessus et exporte l'ARN avant qu'il soit épicé. Donc on a la notion gène précoce, gène tardif chez le VIH, ce qu'on n'avait pas chez les virus à ARN. Voilà, donc... Ah, mais je vais raconter tout ça. Ok, donc GAG-POL, ok, ce sont des polyprotéines. On a le glissement de ribosome qui permet la formation de la polyprotéine GAG-POL. Clivage protéolytique par la protéase virale. Oui, et juste pour terminer, on va faire ça. Oui, non, mais je veux dire ça. Donc, les rétrovirus et les lentivirus, c'est une sorte de mélange curieux des trucs qu'on a vus chez les virus ADN et les virus ARN. Donc, on a... ouais, voilà. Donc, du coup, je vais vous poser la question, là. Laquelle parmi ces mécanismes n'est pas utilisée par les rétrovirus? Et là, on va terminer là. Oh. Ok.
OK. Vingtaine de votes. Alors, la question, c'est lesquels ne sont pas utilisés? Et la réponse 5, c'est une réponse correcte. Il n'y a pas des IRS dans leur application pour dans l'expression des protéines, la traduction chez les rétrovirus. C'est l'ARN polymérase cellulaire et les autres protéines accessoires dans le noyau qui synthétisent des ARN messagers viraux chez les rétrovirus. Donc, il y a une coiffe en 5' et on utilise le codon d'initiation, la traduction normalement. Expression de polyprotéines, oui, c'est utilisé, donc c'est la réponse fausse. Différents épisages alternatifs, oui, c'est utilisé, donc c'est la réponse est fausse ici. Expression de différentes protéines d'un seul ARN messager à travers un codon stop. Ça c'est vrai, ça c'est GAG et GAG-POL. Donc c'est pas la bonne réponse ici. Et la réponse 1, c'est également la réponse correcte. Parce que chez les lentivirus, on a un seul promoteur dans les LTR. On n'a pas plusieurs sites d'initiation de transcription des gènes viraux. Un seul promoteur. Et le virus s'arrange pour exprimer différentes protéines à partir d'un seul promoteur. Ok, donc c'est pas comme une partie du génome cellulaire. Ok, donc ça doit être la dernière diapositive ici. Oui, donc le résumé ici, c'est que, bon, pour les virus ARN, tous les virus ARN doivent coder pour leur propre polymérase ARN dépendant de l'ARN. Pour les virus ARN+, dans les 3 cas qu'on a regardés, on a une polyprotéine qui est exprimée à un moment donné et son clivage par la protéase virale, c'est une étape essentielle dans la stratégie de réplication. Utilisation des IRS par les Picornaviridae et Flaviviridae. Pour les virus ARN brun-moins, bon, génome segmenté, ça facilite certaines choses. On exprime un ARN messager à partir de chaque segment génomique. Sinon, on doit faire quelque chose de compliqué, comme chez les mononégavirales. Et pour les rétroviridae, on a une sorte de mélange un peu bizarre. Donc, on a un polymérase qui est associé avec de l'ARN dans la particule. Donc, c'est la transcriptase inverse. Ça ressemble à quelque chose que l'on voit chez les virus ARN brun-moins. On a l'expression d'une polyprotéine, une protéase virale, qui est un peu comme un virus ARN brun plus. Et aussi, l'organisation des gènes, c'est semblable. On a les gènes de capsides, et puis ensuite des enzymes impliquées dans la réplication. Donc l'organisation de GAG-POL chez les rétrovirus, c'est un peu comme le génome chez un flavivirus ou un picornavirus. Donc, et finalement, on a l'utilisation de l'épissage alternatif pour exprimer plusieurs gènes à partir d'un seul promoteur, ce qui arrive chez certains virus à ADN double brin. Donc on a une sorte d'utilisation de ces différents mécanismes que l'on voit chez différents types de virus. Ok, donc je vous laisse là. Donc on démarre les TP lundi prochain pour certains d'entre vous, et puis on termine pour tout le monde avant les vacances de février. Donc,